C'est l'histoire de 5 millions de personnes qui doivent se bouger, se réveiller, s'engager et agir. Sinon, dans 5 ans, on y est encore et on sera en train de pleurnicher qu'on n'a même plus le droit de dire ceci dans les mosquées ou de pratiquer cela ou d'avoir des associations humanitaires ou d'avoir des associations qui luttent contre l'islamophobie. Et on pourra pleurnicher autant qu'on veut sur Facebook, ça changera rien. C'est ça la conscience qui doit se réveiller. Comment on explique à des gens de s'intégrer alors qu'ils sont nés et qu'ils sont grandis ici, que leur langue principale c'est le français, que leur culture c'est une culture française avec tout le mélange que ça représente. Être un musulman qui se cache pas, qui est pas revendicatif, qui est pas véhément envers les autres, mais juste qui est bien dans ses baskets, qui a choisi de porter une barbe, ou madame a choisi de porter un foulard, ou monsieur a choisi de s'habiller de telle ou de telle manière, ça en soi, ça devient des marqueurs islamistes. On est solidaire des victimes, pas parce qu'on est assigné dans ce rôle-là, non, parce que c'est un acte d'humanité les uns envers les autres. Mais on n'acceptera jamais qu'on nous condamne, ou qu'on nous assigne, ou qu'on nous demande de nous désolidariser d'une violence politique à laquelle, au bout du compte, on n'a jamais souscrit. Bonjour Marwan Mohamed. Bonjour. Alors tu es statisticien, auteur et un des initiateurs de la consultation des musulmans qui s'est déroulée printemps 2018, c'est bien ça. Alors comment allez-vous faire pour défendre efficacement les musulmans sur le plan médiatique ? Dans le cadre de la consultation, l'une des priorités qui a été identifiée par les musulmans dans le cadre d'une action nationale, ce serait de travailler sur l'image qu'ont les musulmans dans les médias. L'image qu'ils ont sur le plan médiatique, l'image qu'ils ont sur le plan politique. Et cette image, il y a deux volets dedans. L'image que l'on projette, et puis ensuite l'image qui est donnée de nous. Et là-dedans, il y a une responsabilité médiatique claire sur le fait de construire les musulmans quasiment systématiquement comme un problème. On voit des musulmans criminels, on voit des musulmans qui soutiennent le terrorisme, on voit des musulmans qui sont dans la violence, mais on ne voit pas de médecins musulmans. On ne voit pas d'ouvriers musulmans, on ne voit pas d'enseignants musulmans, comme si au bout du compte leur islamité, elle était intéressante que lorsqu'on peut les voir comme un problème et donc les montrer comme un problème. Donc il y a un vrai travail à faire sur cette image-là et l'idée c'est de travailler à deux niveaux. D'abord en montrant la réalité du terrain, de ce que vivent et de ce que font les communautés musulmanes. Donc sur le site lesmusulmans.fr, vous allez avoir une équipe de communication avec des vidéastes, avec des reporters qui vont montrer au quotidien dans les régions, bah tiens, ici il y a une école qui ouvre, ici il y a une mosquée, ici il y a un projet humanitaire, ici il y a une action sociale, là un projet culturel, et de montrer que la réalité au quotidien des musulmans, c'est pas les trois qui vont sombrer dans la violence et qui ont une attitude négative ou qui sont clivants ou qui ont des propos pas acceptables. Non, c'est les 97 autres pourcents de gens qui au quotidien font des choses géniales, participent à ce pays, alimentent l'économie, éduquent des gens, soignent des gens, sauvent des vies. Et ça, déjà tout de suite, on va trouver que ça va un peu plus coller à la réalité des musulmans et on n'aura plus cette frustration qu'on a lorsqu'on allume la télé. Encore une énième polémique, encore un énième sujet, alors que cette image qui est donnée des musulmans, elle ne correspond pas à la réalité que je vois au quotidien. Mais en faisant ce travail, tu penses que les médias vont relayer ça ? Est-ce qu'ils vont vous donner plus la parole ? C'est là où il y a un deuxième travail à faire. Cette première partie, elle concerne les musulmans eux-mêmes, et elle n'est pas là pour prouver ceci ou pour prouver cela, elle est juste là pour montrer la réalité du terrain, et nous-mêmes, se voir les uns les autres et se reconnaître les uns les autres comme des gens qui participent, qui contribuent, et que ça participe à une meilleure image qu'on ait de nous-mêmes. Le deuxième volet, il est d'interroger la responsabilité des médias sur l'image qu'ils donnent des musulmans. Et ce travail-là, il se fait à plusieurs niveaux. Par la formation de journalistes, par le débat avec des journalistes, par le fait aussi de saisir le CSA lorsqu'on estime qu'une chaîne de télé ou une radio a fait un traitement qui n'est pas conforme à l'intégrité journalistique la plus basique. Et à chaque fois qu'on l'a fait dans le passé, que ce soit à l'époque du CCIF, dans le travail du CCIF ou dans le travail d'autres associations, eh bien ça a fonctionné parce que le CSA a des guidelines, il est aussi conscient des problèmes qu'on a dans l'image qui est donnée justement des musulmans. Mais un exemple tout simple. J'étais invité récemment par une chaîne de télévision pour parler de laïcité et de communautarisme. Le sujet est changé à la dernière minute, donc on va parler de pour ou contre la burqa. Et après, donc ça se passe. Et après, je parle avec la journaliste en lui disant peut-être qu'un jour, ce serait bien de construire une émission pour montrer quelque chose de positif des musulmans. Parce que vous m'invitez que quand il y a des sujets polémiques.
Et elle dit comme quoi, par exemple? Comme par exemple le fait que pour la première fois de notre histoire, on ait des centaines d'associations et de mosquées à s'organiser par nous-mêmes, plutôt que de se plaindre et de constater ce que le gouvernement veut faire ou ce que l'extrême droite veut faire de nous. Et elle dit, et c'est là le plus intéressant, ah oui, j'ai vu passer les articles et les reportages, j'ai trouvé ça super intéressant, mais c'était pas dans l'actu. Non, c'était pas dans votre actu. C'était pas dans l'actu qui vous convient, à savoir de voir les musulmans que lorsqu'on peut les voir et les montrer comme un problème. Donc, cette responsabilité médiatique, il faut la convoquer à chaque fois au cas par cas, en discutant avec des rédacteurs en chef, avec des journalistes, et en disant, voilà, en les prenant au mot, et en convoquant aussi pour les médias de service public, que ce soit les radios ou les télévisions, cette responsabilité qui est dans leur mandat, puisque c'est l'argent des contribuables qui est utilisé pour financer ces reportages et ces émissions, que leur responsabilité, c'est aussi de montrer la réalité de 5 millions de personnes dans le pays, et cette réalité, elle est autrement plus positive que ce qui en est démontré. Alors concernant votre organisation, les musulmans actuellement, qui soutient cette organisation justement? Et là, maintenant, on dépasse la barre des 200 mosquées et associations à travers le territoire. Et puis ensuite, on a l'association des Aoulamas de la Réunion qui compte en plus de ça 120 savants musulmans. Il y a maintenant des centaines de personnes qui adhèrent individuellement à l'association. Aussi des personnalités que vous suivez, la plupart des imams que... J'ai vu pas mal de prédicateurs assez connus sur Internet. Que ce soit les prédicateurs, les imams de terrain, les universitaires, que ce soit le comité scientifique composé de gens de l'INED, du CNRS ou d'autres universitaires. Vous avez parmi les imams des gens comme Mohamed Minta, vous avez Nader Abou Anas qui travaille beaucoup sur Internet et qui a un institut, vous avez Abdelmonaïm Moussena qui aussi fait un gros travail sur les réseaux sociaux en plus de sa mosquée, et des dizaines d'autres imams, des sœurs aussi, des femmes engagées, que ce soit Faiza Ben Mohamed qui s'occupe de la communication de la plateforme et qui est parmi les fondatrices de cette plateforme, ou encore Nazia Mayoufi qui est la présidente, elle, justement, de l'association et de la plateforme. Des gens qui sont à la fois engagés religieusement, d'autres gens qui sont issus de la société civile, et puis surtout des gens qui, comme vous et moi, sont des musulmans lambda et qui participent, qui soutiennent, en étant bénévoles, en agissant à leur échelle. Personnellement, je n'ai pas de statut ni dans l'association ni dans la plateforme. J'ai aidé, j'ai participé, j'ai fait ce que j'ai pu pour que cette plateforme et cette initiative prennent, qu'elle soit porteuse de quelque chose de positif, que toutes les sensibilités parmi les communautés musulmanes puissent s'y retrouver, quelle que soit la tendance, quel que soit le parcours, quel que soit le niveau de pratique, quelle que soit l'origine, qu'on s'y sente bien et qu'on s'y sente accueilli, et puis surtout qu'on colle au terrain, qu'on colle au réel, au lieu de penser que nous on sait mieux que la masse et que parmi nous il y a une élite qui va dicter aux autres la manière de faire. Non, venez, on part du terrain, on part de ce qui se fait au quotidien dans les mosquées et dans les associations, et on essaie de répondre aux besoins que les musulmans auront identifiés eux-mêmes, et c'est exactement ce qu'on a fait pendant cette première phase. Et comment va fonctionner cette association sur le plan financier, le plan humain, tout simplement? Il y a deux dimensions. La première dimension, elle est une dimension territoriale. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les mosquées et les associations dans chaque département puissent se structurer, puissent se rassembler sous la forme d'une petite assemblée, qu'elle soit informelle, des réunions régulières, ou formelle par le biais d'une union ou d'une fédération départementale. Ça, c'est une dimension, disons, territoriale. La deuxième, c'est de prendre toutes les thématiques que les musulmans ont identifiées et de les traiter une par une. De dire, voilà, vous nous avez parlé du halal, de la lutte contre l'islamophobie, du traitement médiatique des musulmans, des rites funéraires, du hajj et ainsi de suite. Venez, on les prend un par un et on les règle un par un. Lorsqu'il y a de l'existant qui fonctionne bien dans une région, on le développe, on le renforce et on le déploie au niveau national. Lorsqu'il n'y a pas encore d'existant, nous on travaille ensemble, Inch'Allah, pour le créer, pour répondre à ce besoin. Et du point de vue financement, il y a des relais qui sont très simples et qui doivent être organiques. Si on est des musulmans vivant en France et on considère que c'est notre religion et en même temps c'est notre pays, on doit se comporter comme des propriétaires. Des propriétaires, c'est pas des gens qui sont des simples consommateurs qui viennent, qui prient et qui s'en vont. Non, c'est des gens qui disent ça c'est à nous, ça c'est notre plateforme, ça c'est notre mosquée, ça c'est notre association, ça c'est notre école, et donc c'est normal qu'on paye 3 euros, 5 euros, 10 euros par mois pour financer ces structures, parce qu'on n'arrivera pas à faire un travail de qualité. On peut être aussi critique qu'on veut des fondations précédentes et des initiatives précédentes, si on ne met pas la main à la poche et si on ne donne pas aux gens les moyens de faire un travail correct, eh bien on pourra se plaindre autant qu'on veut, ça changera strictement rien.
Là, jusqu'à maintenant, on a fait tout ce travail de manière bénévole et on continuera à le faire. Mais si on veut recruter des journalistes, si on veut recruter des juristes, si on veut recruter des chefs de projet, si on veut recruter des comptables, des gens qui vont faire avancer les projets, qui vont réaliser et répondre à ces besoins-là, il faut qu'on mobilise de l'argent parce que c'est ça le nerf de la guerre et c'est ça qui fait qu'on peut être en droit d'attendre une qualité de travail professionnel. Pour revenir à la question précédente, on voit que dans les réponses à la consultation, c'est l'aspect médiatique qui arrive en premier. Tu me disais, vous allez faire pression. Concrètement, toi, tu vas contacter les médias, ton équipe comment vous allez faire pour qu'ils invitent enfin des musulmans qui ne sont pas forcément sur leur ligne? Mais juste qu'on soit clair. Pourquoi est-ce qu'on donne autant d'importance à ce qui est dit dans les médias? Est-ce que notre réalité, au bout du compte, est-ce que notre image de nous-mêmes, elle est modifiée parce que raconte BFM ou parce que raconte Éric Zemmour dans les médias? Donc il faut arrêter de considérer que les médias définissent qui nous sommes et la place à laquelle nous sommes en droit d'aspirer. Maintenant, ces médias, comme on le disait tout à l'heure, ils ont une responsabilité. Il y a des lois dans ce pays, et dans ce pays, lorsqu'il y a quelqu'un qui incite à la haine envers une minorité, qu'elle soit ethnique, religieuse ou autre, par exemple Éric Zemmour qui a été à plusieurs reprises condamné, eh bien ces condamnations-là, elles ont un poids, elles font que les gens dont ils parlent, eux, le plus souvent, ils ont un casier judiciaire vierge. Lui, non. Donc quand on parle de criminalité et de gens qui font honte à la France, voilà le type de délinquants dont on parle. Lorsqu'on parle du Figaro, le Figaro qui est un journal qui donne la parole à la droite la plus dure et la plus extrême de plus en plus aujourd'hui, ce journal, c'est un journal qui a été condamné devant la loi. Donc quand il parle, que ce soit d'une association musulmane, ou d'une personnalité musulmane, ou d'une mosquée, ou d'une association, il faut qu'on sache que ces gens-là, ils ont été condamnés pour diffamation. Et pourtant, ils sont subventionnés par nos impôts. Et pourtant, ils sont subventionnés par une partie de nos impôts, des aides à la presse, et c'est les mêmes personnes qui après dénoncent le cancer de l'assistanat, et ainsi de suite dans le pays. Donc sur le long terme, ça a un impact. Mais il ne faut pas qu'on soit des gens, entre guillemets, impatients, émotifs, qui sont dans l'immédiat, en disant ah oui, si ça change pas maintenant, ça changera jamais. Non, c'est un travail de X années qu'il faut déployer avec beaucoup de discipline, beaucoup de sérieux et beaucoup de sang-froid pour faire évoluer les pratiques. Et je prends l'exemple de quelques médias qui ont évolué au fil du temps, que ce soit les chaînes de Radio France, ou que ce soit des chaînes de services publics, ou que ce soit même des médias que l'on critique le plus souvent à juste titre. Lorsqu'on a fait le travail auprès des rédactions en chef et auprès des journalistes, eh bien, au fur et à mesure, leurs pratiques évoluent. Je prends juste un exemple en particulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on va prendre le pire exemple, BFM. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant les polémiques autour du Burkini, à un moment donné, je donnais une interview sur BFM. On venait d'obtenir gain de cause sur les procès contre les mairies qui l'interdisaient sur les plages. Et je prends les journalistes au mot, c'est l'interview de 20h, je prends les journalistes au mot et je leur dis voilà, moi personnellement, j'en ai marre de parler des Burkinis. Peut-être qu'à un moment donné, il serait bon d'inviter des femmes qui portent un foulard ou qui elles-mêmes font le choix de porter un burkini lorsqu'elles vont à la piscine ou à la plage. Et je les prends au mot en plein direct, et le lendemain, ils me demandent de les mettre en relation avec des femmes pour participer à ces interviews. Il y en a qui ont accepté, d'autres qui ont refusé. Je comprends celles aussi qui ont refusé parce qu'elles sont très méfiantes, à juste titre malheureusement, vis-à-vis d'une certaine presse. Mais si on ne fait pas cet effort d'être présent dans les médias, d'être préparé à le faire, d'être très précis, très factuel, y compris lorsqu'on a une critique à formuler, au bout du compte, on vient légitimer un système, puisque c'est normal que les médias se sentent légitimés lorsque on les critique et on les traite de bandes d'islamophobes ou bandes d'antisémites ou bandes de autres. Ça ne fait pas avancer le débat et ça ne leur donne pas l'opportunité d'évoluer. C'est ça qu'il faut faire, sans rien lâcher à la fois de nos droits et de notre dignité dans ce traitement médiatique. On voit que le gouvernement s'apprête à réorganiser plus ou moins l'islam en France. Que penses-tu de l'initiative d'Hakim Al-Karoui pour l'organisation justement de l'islam en France? Je l'ai lu et c'est l'initiative d'une personne et c'est malheureusement le sujet du débat des dernières semaines. Moi j'ai plus envie qu'on soit dans une approche réactive en train de commenter ce que font les autres. J'ai envie qu'on se concentre sur ce que nous on a envie. Plutôt que d'être en train de se plaindre de ce que le gouvernement prévoit pour les musulmans, venez on définit ce que nous on veut et puis surtout on le réalise. Et pour ça, il ne faut pas juste s'indigner avec 3 tweets et 2 commentaires Facebook. Non, il faut se mettre au travail. C'est ce travail, avec discipline, patience et détermination, qui manque la plupart du temps aux communautés musulmanes lorsqu'elles ont envie de passer à un autre niveau. Aujourd'hui, en 2018, on a un certain nombre d'infrastructures, de mosquées, d'associations. On se plaint, parfois à juste titre,
du traitement médiatique et politique dont on fait l'objet, mais si on veut passer à un autre niveau plutôt que de se plaindre, il va falloir déployer ce travail de fond, et il nécessite qu'on s'engage, il nécessite qu'on adhère, il nécessite qu'on libère du temps et de l'argent et des compétences pour pouvoir non plus se plaindre, mais réaliser des projets. Et tant qu'on n'aura pas passé ce cap-là, on sera encore en train de commenter des projets qui sont aussi ridicules, que ce soit celui de l'extrême droite, que ce soit celui de l'UMP ou des Républicains maintenant, ou que ce soit celui de Hakim El Karoui, qui propose ni plus ni moins que de mettre sous tutelle les structures musulmanes dans le pays, en expliquant que si elles n'acceptent pas de se mettre au pas par rapport à ce que lui a défini, et ce que l'extrême droite définira demain, et ce que le gouvernement malheureusement cède en termes de mise en cause des musulmans, et bien lorsque les musulmans ne seront pas d'accord, ils proposent de déclencher des contrôles fiscaux, des contrôles sanitaires, des contrôles sociaux pour faire du chantage aux associations musulmanes, pour mettre sous contrôle les associations musulmanes, pour prendre possession de l'argent des musulmans, pour faire quoi? Je cite, construire la contre-offensive idéologique et religieuse. Voilà les propos de quelqu'un qui prétend aider les musulmans. Donc personnellement, j'ai terminé de commenter ça, et plutôt que d'être frustré par ces déclarations-là ou ces projets-là, je vous propose que, Inch'Allah, on avance sur des projets qui sont beaucoup plus positifs et qui sont dans l'action plutôt que la réaction. Mais ça, encore une fois, je voudrais dire aux musulmans qu'on leur parle comme à des adultes. Des adultes, c'est pas des consommateurs qu'on agite avec des menaces et des promesses émotionnelles. Non, tenir un langage d'adulte, ça veut dire, nous on fait pas de promesses. On propose des choses. Ces choses, elles vont se réaliser que si vous vous engagez, que si vous participez. Parce qu'à titre personnellement, j'ai terminé ce que j'avais à faire, ce que je devais contribuer, que ce soit en termes de communication, de planification, de statistiques, de méthode, d'engagement, de mobilisation de terrain. J'espère que j'ai pu faire ma modeste part, mais c'est pas l'histoire d'une personne ou de 10 personnes ou des 20 ou 30 fondateurs. C'est l'histoire de 5 millions de personnes qui doivent se bouger, se réveiller, s'engager et agir. Sinon, dans 5 ans, on y est encore, et on sera en train de pleurnicher qu'on n'a même plus le droit de dire ceci dans les mosquées, ou de pratiquer cela, ou d'avoir des associations humanitaires, ou d'avoir des associations qui luttent contre l'islamophobie. Et on pourra pleurnicher autant qu'on veut sur Facebook, ça changera rien. C'est ça la conscience qui doit se réveiller. Marwan Mohamed, es-tu islamiste? Haha, je sais pas... Non, je ne suis pas islamiste. Mais des fois, quand je lis de ce que dit l'extrême droite ou ce que disent les islamophobes patentés... Tu veux la charia pour la France Tu veux un État islamique? Déjà qu'on respecte les lois du pays, et juste que quand on parle de liberté, d'égalité et de fraternité, ce ne soit pas des slogans vides de sens sur le fronton des mairies. Déjà ça, ce sera très bien. Moi, je pars aux 4 coins du pays. Je participe à des centaines de conférences, je visite des mosquées quasiment toutes les semaines et des associations. J'ai jamais vu une mosquée ou une association qui voulait imposer un régime de charia en France ou des choses comme ça. Sauf que à lire une partie de la presse, le mot même d'islamisme, il est devenu une définition fourre-tout. Sans la moindre précision, sans la moindre rigueur scientifique. Les universitaires... Qui n'est pas islamiste tout le monde est islamiste. Même Ménel, la pauvre, elle participe à un concours de chant, elle est islamiste. Si on lit les rapports d'El Karoui et malheureusement des rapports qui informent le gouvernement, manger halal ou porter un foulard, c'est en soi des marqueurs islamistes. Dénoncer une injustice, dénoncer ce qui se passe en Palestine, dénoncer ce qui atteint les Ouïghours ou les Rohingyas en Birmanie, ça aussi c'est un engagement politique, c'est un engagement islamiste. Être un musulman qui se cache pas, qui n'est pas revendicatif, qui n'est pas véhément envers les autres, mais juste qui est bien dans ses baskets, qui a choisi de porter une barbe, ou madame a choisi de porter un foulard, ou monsieur a choisi de s'habiller de telle ou de telle manière, ça en soi, ça devient des marqueurs islamistes. Et malheureusement, si c'était juste une blague, ce serait rigolo et on pourrait en faire des vidéos sympas sur Internet, sauf que ça conditionne à la fois le comportement des gens. Je vous rappelle que pendant l'état d'urgence, il y a eu des milliers de perquisitions qui visaient des innocents, même sur des délations, parce qu'une telle a vu son voisin porter un qamis ou aller à la mosquée, et donc elle l'a signalé pour radicalisation. Et ça conditionne aussi le rapport des institutions avec les musulmans. Je vous rappelle, si vous regardez les rapports du CCIF ou le travail de dingue qu'ils réalisent, que malheureusement, aujourd'hui, que ce soit le système éducatif, ou que ce soit le système policier, ou que ce soit le système de santé, on demande aux fonctionnaires non plus d'être au service du public, mais de surveiller le public.
Et on a au sein des écoles des gens qui, au lieu d'être en train d'instruire les enfants, se retrouvent d'abord eux-mêmes surveillés par leur hiérarchie, et puis ensuite chargés de surveiller, tiens, tel enfant a dit Bismillah à la cantine, tel autre a critiqué la théorie de Darwin, tel autre a formulé un souhait, ou il a formulé une dua à la fin de la classe avant d'avoir son examen ou quelque chose comme ça. Et des choses qui sont de l'ordre du débat et de la discussion en classe et de la prise en charge de toute la diversité des élèves, ça devient des sujets de surveillance et de suspicion et ainsi de suite, alors même que ces enfants et ces jeunes, ils ont un esprit en construction. Et au lieu de se sentir accueillis à l'école, pris en charge avec bienveillance, écoutés à l'école, y compris lorsqu'ils ont des erreurs de pensée et des erreurs de raisonnement, eh bien ils sont maintenant en train de s'auto-censurer et de dire « Ah là là, il faut que je cache ma religion, il faut que je cache ma foi. » Il faut que je cache mes convictions, il faut que jamais je m'autorise à critiquer un prof ou un institut, parce que sinon ma famille va avoir des problèmes. Donc on voit que ces qualificatifs fourre-tout d'islamisme, de salafisme, de radicalisme, de fondamentalisme, et ainsi de suite, ça devient des catégories pour dire au bout du compte tout ce qu'on n'aime pas. J'aime pas quelqu'un, je le traite d'islamiste. S'il n'est pas musulman, c'est pas grave, je le traite d'islamo-gauchiste. Et ça devient des labels pour essayer de disqualifier les gens, et ça convainc personne, sauf que malheureusement, ça aboutit à des traitements d'exclusion, et ça tue le débat public, et ça pourrit notre pays un jour après l'autre. Ouais, ces dernières années en France, il y a eu une vague d'attentats, comme tu le sais. Que faut-il faire, selon toi, quand un attentat est commis par une personne qui se revendique musulman? Bon, la première chose, c'est, avant même de réfléchir en termes politiques, ou en termes de communication, ou en termes d'action publique, de se dire, voilà, il y a des gens qui viennent de mourir là, il y a des gens qui viennent d'être victimes, il faut soutenir, il faut aider, il faut accompagner leur famille. Il y a plein de mosquées, plein d'associations qui l'ont fait, ne serait-ce que, mais vraiment de la manière la plus basique, d'ouvrir les associations, d'ouvrir les mosquées, pour prendre en charge les victimes, pour prendre en charge les familles, pour fournir une petite aide alimentaire lorsqu'il y avait besoin, ou une petite aide logistique lorsqu'il y en avait besoin. Ensuite, il n'y a pas de responsabilité particulière des communautés musulmanes face à ce fait terroriste. D'accord ? On le dit, on le répète à chaque fois, il n'y a pas d'impact causal de l'islamité des gens, il n'y a pas de responsabilité collective dans la survenance du terrorisme. Tous les hommes ne se sentent pas responsables parce qu'un homme a commis un acte terroriste. Tous les gens qui portaient un costume bleu ce jour-là ne se sentent pas responsables parce qu'ils portaient un costume bleu ce jour-là. La responsabilité dans un état de droit, elle est une responsabilité individuelle. Donc c'est la responsabilité des gens qui ont commis cet acte. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on doit aussi dire, et on peut aussi dire que lorsque, au sein des communautés musulmanes, on a des jeunes qui ont des idées brutales, des idées parfois violentes, des parcours de marginalité, il n'y a rien qui nous empêche en tant qu'association ou en tant que mosquée d'être à l'écoute de ces jeunes et de les aider à travers un parcours de prise en charge, que ce soit une prise en charge éducative, une prise en charge sociale, une prise en charge familiale, pour que, de la même manière qu'on prend en charge d'autres parcours de marginalité, on puisse prendre en charge ça. Et la bonne nouvelle, c'est que nos imams et nos cadres associatifs de terrain le font déjà tous les jours. Combien de centaines, combien de milliers de personnes ont abandonné des idées radicales, ou même l'idée de quitter leur famille, de quitter leur pays, pour aller faire je ne sais pas quelle guerre et je ne sais pas quel combat qui sert à rien et qui cause de la mort et de la dévastation ailleurs. Combien ont abandonné ces idées mauvaises au contact d'un imam, au contact d'un prédicateur, au contact d'un cadre associatif. Donc, sans accepter l'assignation à résidence des musulmans, sans accepter la culpabilité qu'on voudrait faire peser sur les musulmans se comportent déjà comme des êtres humains, et des êtres humains de responsabilité, des citoyens pleins de responsabilité, qui font ce qu'ils peuvent là-dessus, comme ils font ce qu'ils peuvent sur l'action sociale et la lutte contre la précarité par ailleurs. Mais à chaque fois qu'on fera peser sur eux une responsabilité particulière, on alimentera le problème et on validera cet antagonisme complètement artificiel et politique entre la minorité musulmane et le reste de la population. Et ça, cette prise d'otage-là et cette assignation-là, nous, on doit la refuser. On est solidaire des victimes, pas parce qu'on est assigné dans ce rôle-là, non, parce que c'est un acte d'humanité les uns envers les autres. Mais on n'acceptera jamais qu'on nous condamne, qu'on nous assigne, qu'on nous demande de nous désolidariser d'une violence politique à laquelle, au bout du compte, on n'a jamais souscrit. Pour terminer cet entretien, pourquoi avoir choisi ce nom donc, pour l'association Les Musulmans ? C'est un acronyme, il nous fallait quelque chose de simple et de très efficace.
Et en même temps, on en avait marre des associations à sigles avec des FFF partout, parce qu'il faut absolument démontrer qu'on est citoyen et qu'on est français. C'est une réalité, point barre. On vit dans ce pays, c'est notre pays. Beaucoup d'entre nous, on a la nationalité française, on est né, on a grandi ici. On ne considère pas qu'on a à chaque fois l'obligation de mettre un F dans le logo. Est-ce que tu es intégré? Comment on explique à des gens de s'intégrer alors qu'ils sont nés et qu'ils sont grandis ici, que leur langue principale c'est le français, que leur culture c'est une culture française, avec tout le mélange que ça représente. Donc déjà, on ne voulait pas avoir cet écueil de reproduire, pour montrer patte blanche, pour affirmer, il faut qu'on mette des F partout. Bon, ça c'était réglé. Ensuite, il fallait quelque chose de punchy et d'efficace, mais en même temps quelque chose qui dise un message clair. Donc on a travaillé sur un cycle par acronyme, avec L pour libérer les énergies, parce qu'on voyait qu'il y a un potentiel énorme dans les communautés. E pour entraide et excellence, parce que ça fait partie des valeurs et de l'éthique musulmane. Cette entraide, donc cette solidarité, mais en même temps cette volonté de toujours bien faire, de toujours faire avec précision et sérieux. Et puis S pour solidarité. Et ça faisait un bon acronyme, L.E.S, les musulmans. Et ça permettait d'avoir un sigle Facebook et un sigle Twitter et des messages qui soient très intelligibles, très cohérents. Ça préempte pas ce que c'est d'être musulman, parce que ça peut être plein d'autres choses et les gens ne sont pas obligés de se reconnaître et de souscrire à la plateforme, mais le sigle, ça permet en même temps d'équilibrer le débat. Je te remercie Marwan Mohamed et puis à très bientôt sur la Tribune des Pirates. Vous savez ce que vous avez à faire, pensez à adhérer, pensez à vous mobiliser, pensez à agir, parce que si ça se fait pas, malheureusement il faudra plus se plaindre avec après, et puis si vous le faites pas, personne ne le fera. Voilà.